5 milliards d'actifs sous gestion. Puis, là, moi, je viens de me voir disparaître. Martine, m'entendez-vous encore ou me voyez-vous? Oui, c'est peut-être parce que je viens de partir Parfait. l'enregistrement. Est-ce que les autres, vous voyez Jean-René? Oui, je vois, Martine, que c'est écrit maintenant. Cette réunion est enregistrée en bas, OK. alors j'ai pas de problème avec ça. OK. C'est ça. Je travaille chez Valéron Desjardins. Mon rôle est d'aiguiller nos conseillers en placement sur l'ensemble de la stratégie d'investissement. Pour ce faire, on a une panoplie d'équipes, d'économistes, d'analystes en recherche. Je vais aussi rencontrer plusieurs dizaines de compagnies publiques par année. Et on a aussi le privilège de rencontrer des entrepreneurs au Québec, là, un peu partout dans la grande province, que ce soit dans vos entreprises avec vos conseillers ou dans le cadre de présentation de chambres de commerce, des bureaux, des cabinets de comptables. On est très présent, on est très partout. Ceci dit, ce matin, cet après-midi, là, je vais m'adresser à vous essentiellement dans une formule assez succincte. Ça se peut que je ne couvre pas tout. Prenez des notes. On va prendre le temps de répondre à toutes les questions. Je vais m'adresser à vous essentiellement en 2 temps. Je vais faire un petit wrap-up économique, comment on en est venu là, qu'est-ce qu'on vit, ce à quoi on s'attend. On va essayer d'illustrer un peu de quoi l'après pourrait avoir l'air, mais je veux aussi vous partager autre chose. J'étais tombé sur des papiers récemment dans le Harvard Business Review sur quel message on peut passer aux chefs d'entreprise. Puis c'est bien beau parler de l'état actuel de la situation, regarder M. Legault à tous les jours à 13 heures, mais on peut faire quoi au quotidien? C'est pas parce que l'entreprise est fermée que votre organisation ne fonctionne pas. On a peut-être un peu plus de temps, ça veut dire plus de temps pour penser. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites, puis ces papiers-là, on va vous les partager ensuite avec grand plaisir. Mais d'entrée de jeu, si je devais m'auto-scooper puis vous donner les 3 grands messages que j'aimerais que vous reteniez, oui, on est dans une crise qui est sans précédent. Elle est historique, mais la réponse, elle aussi, des autorités budgétaires, monétaires, fiscales, sont aussi sans précédent. Mais, deuxième point, comme toutes les crises, celle-ci aussi finira par passer. Puis, troisième point, j'aimerais ça que vous reteniez là, à la toute fin que on se doit travailler sur ce que nous contrôlons. Puis ça veut dire qu'on ne contrôle pas Mère Nature. Mère Nature, elle répond à la biologie, à la chimie, puis à la physique, quoi qu'on en pense, quoi que Donald Trump en pense, puis quoi que la Banque du Canada ou la Réserve fédérale en pense, la nature en a rien à faire. Donc, travaillons sur ce que nous contrôlons, puis on donnera une marge de manœuvre pour gérer le reste. Bref, voilà le plan de match. Je me lance. Je veux recommencer en revenant d'où on vient, comment on est arrivé là-dedans. On a été propulsé dans une récession à une vitesse phénoménale. Pourtant, si on revient en début d'année, si quelqu'un vous a dit en début d'année, oui, une récession est imminente, c'est à nos portes. Écoutez, quand on regarde comment ça allait en début d'année, là, le contexte économique était relativement robuste. Puis avant de parler du début de l'année, je vais vous ramener en arrière jusqu'au dernier trimestre de l'année 2018. Rappelons-nous qu'à la fin de l'année 2018, on avait des enjeux qui étaient très importants. On avait connu une période de turbulence sur les marchés financiers assez importante. Les bourses avaient reculé de près d'une vingtaine de pourcents. On appréhendait une détérioration des conditions économiques. Puis à cause de quoi? Essentiellement, on avait un voisin à la Maison-Blanche qui se montrait plutôt intempestif. Il y allait de réprimandes à l'égard de tous ses partenaires commerciaux. S'ils avaient des enjeux aux États-Unis, apparemment, c'était uniquement de la faute des Canadiens, des Allemands, des Mexicains, des Chinois. Et M. Trump, il allait de barrières tarifaires, de nouveaux tarifs, des tarifs sur plus de biens. On va augmenter les tarifs, on va augmenter les biens tarifés, puis etc. Bref, ça amenait les gens, en fin d'année 2018, à avoir beaucoup d'interrogations. J'avais un entrepreneur dans le coin de Québec, dans la structure d'acier, qui me disait, chez Wallet, là, on peut quand même gérer le conflit commercial, bien que nos premiers enjeux demeurent le manque de main-d'œuvre, mais ça nous fait peur quand même, les barrières tarifaires. Donc, ce faisant, le monde, en 2018, appréhendait qu'en 2019, on aurait pu faire face à une récession parce que fermeture des marchés, fermeture des frontières, plus capable d'exporter. On avait plusieurs intervenants qui avaient peur d'une récession en 2019. Finalement, en 2019, plus l'année passait,
plus la logique finissait par reprendre le dessus. On a assisté à une certaine détente au niveau des commentaires sur les échanges mondiaux, une phase 1 de plan d'entente entre les Chinois et les Américains, puis une diminution du ton avec les autres partenaires commerciaux. Donc, 2019 a été une année où ça nous amenait aux portes de 2020 avec des attentes relativement intéressantes. On attendait une normalisation des échanges, une accélération directe de croissance économique. On rentrait dans une période avec des conditions d'emploi drôlement favorables. Aux États-Unis, en janvier-février, c'était créé 550 000 jobs. En décembre, janvier, février, au Canada, on avait créé 90 000 emplois. Les gens étaient confiants, les salaires étaient en progression, les politiques monétaires étaient somme toute très, très, très accommodantes dans le contexte. On avait un taux directeur qui était à l'inflation ou un peu en dessous, donc les politiques monétaires là, étaient excessivement souples. Donc, on était dans un contexte relativement favorable. Bon, évidemment, en début d'année, on a eu les premières émanations de virus en Chine, puis le marché s'est comporté exactement comme dans les scénarios passés où quand on se rappelle la grippe aviaire, là, le fameux H1N1 de 2009 ou en 2008-2009 ou encore le SRAS en 2002-2003. C'est-à-dire que, bon, les marchés financiers, l'économie fait abstraction, étant généralement en mesure de faire abstraction des drames humains, ils sont importants, mais les marchés et l'économie, généralement, c'est des choses qui regardent en avant. Puis, ce que les marchés recherchent, c'est essentiellement pas savoir quand est-ce que tout le monde va être soigné, c'est de savoir quand est-ce que le nombre de nouveaux cas commence à décliner. Puis bon, en début janvier, on a eu des turbulences sur les marchés. Quand les nouveaux cas en Chine ont commencé à s'affaisser, bien, c'est là que, boum, les marchés sont repartis et sont allés faire des sommets quelque part à la mi-février. Où les marchés ont été quelque peu complaisants, c'est qu'on a pensé que la situation, elle était uniquement confinée en Chine, dès lors qu'on a commencé à voir l'émergence de nouveaux foyers épidémiologiques quelque part en Iran, en Italie. Là, je ne vois plus personne. Martine, êtes-vous encore là? Oui, on est encore là. Il y a quelqu'un qui s'est joint. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a un petit changement. Parfait, c'est pas grave. Je voulais juste m'assurer de ne pas être en train de me parler tout seul. Là. C'est bon. Ça arrive à la maison où on se parle tout seul puis on pense que quelqu'un est encore là puis ils sont plus là, on ne se rappelle plus où on était rendu. Donc, je vais poursuivre. Bref, les marchés ont été un peu complaisants à partir de janvier, février, mais pourtant, les marchés se sont propulsés vers des sommets. Le 19 février, on faisait des sommets records sur la plupart des bourses sur la planète. Les choses allaient relativement bien. Or, quand on a vu l'émergence des nouveaux foyers, la situation en Italie, puis maintenant ailleurs, un peu partout près de chez nous, bien, on a été plongé dans une récession très, très, très rapide. Ça ne fait plus aucun doute. Là, on a eu la publication ce matin des chiffres de PIB au premier trimestre aux États-Unis, même si en janvier puis en février, ça a bien été. La chute en mars a été suffisante pour faire que sur le premier trimestre, l'économie a reculé de presque 5 %. Puis si elle a reculé de 5 % sur le premier trimestre, je vous garantis que sur le second trimestre, ça va être pire. Là. On a été essentiellement confinés à partir de la deuxième ou troisième semaine de mars aux États-Unis. Clairement, avec le mois d'avril confiné au complet, potentiellement le mois de mai presque confiné au complet, c'est clair qu'on va avoir un second trimestre très, très, très lourdement négatif. Donc, c'est clair qu'on est en récession, il n'y a pas de doute là-dessus, mais je veux faire un parallèle. On n'est pas dans une récession qui est classique. Dans les récessions classiques, comment on a souvent été projeté là-dedans? Essentiellement, 4 facteurs. Est-ce qu'on avait l'économie en surchauffe, des surplus d'activité économique, des compagnies qui investissent trop, qu'il y a trop de lignes de montage, qu'il y a trop d'inventaires qui se bâtissent, qu'il y a trop d'inflation? Est-ce qu'on voit la Réserve fédérale américaine vouloir courir après son inflation, rehausser son taux directeur, amener la politique monétaire en territoire restrictif? On n'a rien eu de ça. Est-ce qu'on a un choc à hausse du prix des commodités qui nous propulse en récession? On n'a pas eu ça non plus. Est-ce qu'on avait des évaluations extrêmes? On ne peut pas dire qu'on avait ça non plus. Politique monétaire qui était accommodante. Donc, on était sur des bases relativement adéquates. Et c'est intéressant, dans la récession classique, les compagnies qui investissent davantage, on crée des surplus d'inventaire. Surplus d'inventaire se faisant, ben,
on arrête de produire un peu, il faut écouler des surplus, on licencie les gens perdent confiance, ils arrêtent de consommer, ça nous fait plus de surplus d'inventaire, ça fait des cycles relativement vicieux. Or, dans ce cas-ci, on a commencé par avoir un choc d'offres. La production a cassé en Chine avec les confinements, donc l'offre de produits a baissé. Puis tout de suite après ça, la machine de consommation américaine a été contaminée. Donc, on a eu un choc au niveau de la demande. Donc, on a à la fois un choc de demande et à la fois un choc d'offres. Puis ça, pour moi, c'est quand même une bonne nouvelle sur la suite des choses. Tu sais, dans un cas classique, lorsqu'on avait un choc essentiellement de demande, puis la production demeurait élevée, quand on recommençait, il fallait écouler les surplus d'inventaire avant de recommencer à produire. Alors, ce que nous, on s'attend, lorsque l'économie réouvrira, ne serait-ce que partiellement ou graduellement, on devrait au moins s'attendre à avoir une production, suivre le rythme de réouverture de consommation. Ça nous laisse, ça nous amène à avoir des attentes relativement, on va dire, en anglais, ils disent cautiously optimistic, là, donc modérément positives pour la suite des choses. Donc, on a eu, on vient donc d'être propulsé en récession de manière extraordinaire. Et on a également eu une réponse phénoménale. En 2008-2009, les politiciens ont été lents à réagir, en fait même très lents à réagir. Les banques centrales avaient été à ce moment-là également très lentes à réagir. Or, cette fois-ci, c'est allé drôlement plus rapidement. Rappelons-nous qu'en 2008-2009, on avait un ralentissement économique qui a été aggravé par des fragilités financières. Aujourd'hui, on a des institutions financières qui sont nettement plus solides, non pas par grande vertu simplement, mais ça fait 10 ans que l'industrie nord-américaine des institutions financières opère sous quasi-tutelle. On les a forcés à être plus solides, à avoir plus de capitaux, et ça nous sert mieux aujourd'hui. Également, on a eu des banques centrales qui sont intervenues nettement plus rapidement pour pas que le crédit ne gèle et que les moyens de liquidité demeurent fonctionnels. Ça a été le cas nettement plus rapidement qu'en 2008. On a amené des taux de directeur excessivement bas et qu'on s'est impliqué également d'un point de vue un peu plus quantitatif là, sur gérer la liquidité puis s'assurer que le marché, l'économie au grand complet ne manque pas de liquidité. On a également eu cette fois-ci une bien meilleure réponse de la part des autorités gouvernementales. Je vous rappelle qu'en 2008, le premier plan de sauvetage qui va venir en aide au secteur de l'automobile à plein d'autres pans de l'économie, dans sa première mouture, devait passer au Congrès en septembre 2008, a été rejeté. On avait besoin d'aide, l'heure était grave, mais le plan d'aide a été néanmoins rejeté. Ils sont revenus quelque part en décembre avec un plan qui a finalement entré en fonction en mars de l'année suivante. On comprend que cette fois-ci, ça va nettement plus rapidement. Il n'y a pas un appel que je fais cependant où on ne me pose pas la question sur « Hey, oui, mais qui va payer pour ça? Les finances publiques, de quoi elles vont avoir l'air? » C'est un problème réel, mais pas pour tout de suite. Ce matin, le gouvernement du Canada peut emprunter sur une échéance de 10 ans, ça lui coûte 0,5, 0,6 0,6 Donc, le service de la dette n'est pas très élevé. Qui plus est, au Canada, on a le luxe des 20-30 dernières années derrière nous. Pas qu'on a été si vertueux que ça, on a eu nos problèmes avant d'autres. Rappelez-vous qu'à la fin des années 80, le Canada se fait talonner par le Fonds monétaire international. Ça nous a pris 12 ans à assainir les finances publiques sous l'ère des libéraux. On a coupé dans les dépenses, on a pelleté dans les provinces, puis on a assaini les finances publiques. Ensuite, on a eu l'ère des conservateurs où on a pu les aimer ou pas d'un point de vue moral. Ils ont eu une gestion relativement stricte des finances publiques, ce qui a fait qu'au fil des 20-30 dernières années, le poids en proportion du PIB de la dette canadienne est devenu à un niveau qui fait l'envie de l'ensemble des pays du G7. Bref, on a les moyens de dépenser, on a les moyens d'intervenir. Est-ce qu'on aurait pu ne pas faire ça? Là, il faut se poser les questions. Est-ce que ça aurait peut-être coûté moins cher d'un point de vue économique de rien faire, mais ça aurait coûté drôlement plus cher d'un point de vue vie humaine, puis le coût humain était excessivement prohibitif, en soi. Donc, la prudence était de mise. De quoi aura l'air la reprise économique? Ici, il faut faire attention aux adages. J'ai des gens qui me disent tu vas voir, JR, fais-toi pas, ça va revenir comme avant. J'espère. Il y a des gens qui me disent JR, il n'y a plus rien qui sera jamais pareil, ça va tout changer. Ça se peut. En fait, la réponse est probablement ça dépend. Dans certains marchés, c'est vrai, on va revenir comme avant. Dans certains autres marchés, c'est clair qu'on ne reviendra pas comme avant.
Puis dans certains marchés, on verra des hybrides. Prenez le fait qu'on est capable de se parler maintenant. Là. On a quand même, si on avait vécu exactement la crise qu'on vit maintenant, il y a 20 ans, on aurait été dans une situation drôlement plus problématique. Pourquoi? Il y a 20 ans, on n'était pas autant en mesure de travailler de la maison. Il y a 20 ans, on n'était pas autant en mesure de consommer de la maison. Il y a 20 ans, on n'était pas autant en mesure de se divertir de la maison. Donc, on a quand même des pans qui fonctionnent, mais ceci dit, avec tout ce qu'on découvre à l'heure actuelle, est-ce que ça va être nécessaire de ramener tout le monde dans les centres-villes et dans les grandes tours à bureaux? Est-ce que les entreprises vont avoir besoin d'autant de superficie de bureaux? Donc, il y aura probablement des changements pour les propriétaires de bâtiments. Il y aura probablement des enjeux sur, possiblement même le trafic quotidien pour aller en ville pourrait peut-être changer. Si on a 20-25 de travailleurs de moins qui se rendent en ville, ben on va peut-être s'emporter tous un peu mieux. Les gens qui travaillent de la maison, moins de consommation énergétique, il y aura peut-être des effets durables de ça. Mais ça se dit, il y a des pans d'économie qui vont revenir comme avant, il y a des pans qui ne reviendront pas. J'aimerais ça vous dire exactement comment ça va se produire sur la suite des choses. Mais vous le savez que je ne le sais pas. Donc, ce que je fais pour ça, je vais essayer puis j'essaie d'indiquer vers des compagnies qui peuvent nous donner certains sons de cloche. Il y a à peu près 3 semaines, un mois, on a eu les résultats des compagnies comme Nike, puis dans l'équipement de sport, puis Micron au niveau des semi-conducteurs qui sont aussi présents en Chine. Encore hier soir, après la fermeture des marchés, il y avait les résultats de Starbucks. Mais j'aime voir, parce qu'en primo, j'ai été surpris de voir comment certains magasins de Starbucks sont résilients dans le contexte actuel. Aux États-Unis, ils roulent à peu près à 75% de leur vente usuelle. Ça, je trouve ça impressionnant. On s'attendait à ce que ça baisse, mais pour mes attentes personnelles, elles auraient pu baisser nettement plus que ça. Mais c'est intéressant, particulièrement, ce que je veux regarder, c'est pas ce qui se passe ici. On le sait que cette année, là, c'est un hit, que le deuxième trimestre, il va être mauvais. C'est juste de trouver le bon qualificatif pour mesurer à quel point il va être mauvais, là. Mais on peut faire au-delà de ça, puis regarder au travers. Mais pour regarder au travers, moi, j'aime ça regarder sur les espaces qui ont été confinés avant nous, puis comment ça réouvre. Est-ce que tout le monde va retourner au centre d'achat? Est-ce que tout le monde va retourner au restaurant? Est-ce que les gens vont recommencer à faire des achats de véhicules? Ben, ce que Starbucks nous dit, là, c'est que aujourd'hui, les quelques prochaines semaines, ils vont avoir 98 de leurs magasins qui vont être réouverts en Chine. Aujourd'hui, leur vente de magasins comparables en Chine tourne à 30-35 de recul, donc à 70 de ce qu'elles étaient auparavant. Puis ils s'attendent à ce que vers la fin de l'année, ils reviennent à un niveau un peu plus en ligne avec ce que c'était l'année passée. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous proposent une vision de l'après. Donc, regardez des business internationales. Oui, ça va être des business nettement plus grosses que les vôtres dans bien des cas, mais c'est un peu le meilleur plan de match qu'on peut avoir dans le contexte actuel pour essayer de nous guider puis de se faire une tête sur de quoi aura l'air l'après. Évidemment, ça reste juste une hypothèse, ça reste juste un exemple, mais tu sais, je pense que dans ce contexte-là, des fois, on est mieux d'avoir partiellement raison que 100% tort, puis on sait que d'avoir généralement un plan de match, ben c'est mieux que pas de plan de match. Tu sais. Fait que bien qu'il faille rester flexible, là, il faut faire la part des choses là-dessus. On me pose beaucoup de questions sur le déconfinement, ce que j'en pense, quand et comment. Écoutez, moi, je ne suis pas un spécialiste de la santé publique. J'ai plein d'amis médecins, puis ça me soulève quand même une certaine interrogation quand je vois des collègues économistes et financiers qui sont plus positifs que mes amis médecins et épidémiologistes. Moi, ça me garde je me garde une petite gêne ici, là. Pour l'instant, on a affaire avec un virus. Dans l'histoire de l'humanité, les virus ont été très mauvais pour les soigner, puis nos plus meilleures réponses, ça a été via de grandes campagnes de vaccination. Puis pour avoir une conjointe qui a travaillé chez GlaxoSmithKline ou Labopharm anciennement à Québec, dans la fabrication des vaccins pendant la crise du H1N1, c'est pas simple de faire des vaccins. Puis rappelons-nous que j'ai pas besoin d'un vaccin. J'ai besoin de 8 milliards de doses du vaccin pour avoir des choses intéressantes sur la suite des choses. Donc, on verra ça en temps et lieu. Donc, moi, ma crainte, c'est qu'on réouvre nos économies trop tôt, qu'on ait de nouvelles vagues. Et regardez, là, ce matin, on dit en Allemagne, c'est fabuleux, le nombre de nouveaux cas a tombé sous les 1000 pour une première fois en 5 semaines. Hey, bravo, il tombe sous les 1000 alors que tout est fermé. Mais quand on va réouvrir, il faut s'attendre à ce que ça relève à un moment donné. Même chose en Italie. Donc, il faut suivre ces choses-là sur comment on va voir l'après. Mais
bien que j'ai des inquiétudes à court terme sur notre capacité à faire face au virus, je suis un optimiste, je suis un très grand optimiste sur les capacités de régler des problèmes dans l'humanité. On a rapidement dénombré ou déchiffré le génome de l'ADN de ce virus-là. On voit des tonnes de groupes partout sur la planète qui mettent des efforts extraordinaires. Par le Gilead aux États-Unis, là, qui peut-être avec son Remdesivir pourrait avoir un impact intéressant. On a Pfizer qui donnait ses résultats hier matin, qui déploie plus de 500 millions de dollars pour essayer de trouver, développer un nouveau vaccin là-dessus d'ici la fin de l'année. Quand je vois la fondation de Bill et Melinda Gates qui redirige l'ensemble de ses efforts pour travailler sur cette pandémie-là, on va trouver une solution. On ne sait juste pas quand puis à quelle vitesse. Là, les marchés financiers, je trouve que on le sait qu'on a un mur, on le sait qu'on a un tsunami, ça va être mauvais, ça va être grave, il faut regarder au-delà. Là, je trouve que le marché commence à regarder pas mal loin en avant. Là. On a eu donc un mois de mars très volatile, le mois de avril nous offre une belle récupération. Il ne faut pas croire que tout est réglé dans le meilleur des mondes. Là, je pense qu'il y a des surprises, on en aura encore. Donc, voilà pour l'état de la situation que je puisse décrire pour l'instant. Ceci dit, j'aimerais ça vous ramener sur mon papier de Harvard. On peut faire quoi dans ça? Puis je pense que ça avait été, moi, ça avait marqué, c'était peut-être parce qu'il était samedi matin de bonne heure, puis j'avais rien eu en tête pour l'instant, mais j'avais trouvé ça quand même éclairant. On fait face à une crise humanitaire qui est sans précédent, c'est vrai. L'humanité a besoin de soigner, c'est vrai. Mais nos directions de compagnie font aussi face à des défis qui sont fort importants. Dans certains cas, on fait face à un effondrement de la demande. On fait face à des changements réglementaires qui sont des fois hyper soudains. On fait face à des interruptions puis à des dislocations dans les chaînes d'approvisionnement dans certains cas. C'était bien le fun avec les consultants dans le passé de parler d'inventaire en juste à temps, là, mais juste à temps, ça ne voulait dire pas d'inventaire. Puis pas d'inventaire quand ton fournisseur casse, t'es mort toi aussi, ça ne sort plus. On fait face à du chômage élevé, une récession surprise, des passablement d'incertitudes. Donc, je pense que tout comme pour le secteur de la santé, les entreprises, elles aussi, auront besoin de récupérer. Vos entreprises sont peut-être arrêtées, mais les organisations, elles, n'ont pas besoin de l'être. Elles peuvent être actives, puis on se doit de préparer aujourd'hui l'après-COVID. Puis je pense qu'il n'y a pas personne investi dans le Québec comme nos entrepreneurs, puis on a besoin de nos entrepreneurs pour voir après, pour voir au-delà, puis de se relever. Ce qui est extraordinaire dans le temps, c'est notre capacité à se relever. Première question que mon papier posait, c'était quelle position pouvez-vous atteindre pendant et après la pandémie? C'est important de comprendre votre positionnement dans votre environnement. Qui êtes-vous dans votre marché? Quel rôle jouez-vous dans votre écosystème? Qui sont vos principaux concurrents? Vous devez comprendre où vous allez. Pouvez-vous être fermé puis réouvrir sans impact? Je l'espère. Hein? Il y avait une époque où Microsoft gérait ses finances en disant nous, on va garder en cash suffisamment de dollars pour être capable de payer tous nos fournisseurs et employés pendant plus de 12 mois, même si aucun de nos clients nous paye. I wish, mais ce n'est pas l'ensemble de l'œuvre au Québec. Ça, c'est pas vrai. Quand on a un peu de levier, un peu d'emprunt, des bases de coûts fixes, on a des dépenses de dépréciation qui continuent de passer, quand nos revenus arrêtent, là, c'est sûr que ça amène une détérioration ultra rapide de la qualité des bilans puis des working capital. Là. Donc, pouvez-vous fermer puis rouvrir sans impact? Quand vous allez réouvrir, allez-vous être capable de regagner le terrain perdu, de rattraper ce que vous deviez? Puis, est-ce que vous allez faire faillite? Parce qu'il va y en avoir des faillites, où vous allez émerger en nouveau leader des suites des décisions que vous allez avoir prises pendant le confinement. 2, c'est quoi votre plan pour rebondir? Que devez-vous faire aujourd'hui pour atteindre vos objectifs de demain? L'absence de plan, ça peut juste exacerber la désorientation puis la confusion. 3, au niveau de votre culture. Comment votre culture et votre identité vont changer avec ça? Premièrement, est-ce que votre culture était prête? Tu sais, une crise, là, ça met tout le monde, ça stresse tout le monde. Puis il y a 2 réponses possibles dans vos cultures d'entreprise. Est-ce que vos gens ont tendance à se rapprocher, à serrer les coudes, à travailler ensemble, à être plus unis après? Faciliter un sentiment d'entraide. Au contraire, ça amène vos gens à se distancer. C'est beau la distanciation sociale, 2 mètres, etc., là, mais est-ce que vos gens se détachent un peu? Est-ce que les gens travaillent en mode chacun pour soi? Est-ce que les gens deviennent méfiants?
C'est super important de le réaliser. Comment votre organisation était prête à ça culturellement? Est-ce que ça va changer ou rapprocher ou éloigner vos gens? Comment vos employés vont voir votre entreprise après? Vous avez des travailleurs qui ont été fidèles pendant 15, 20, 30, 35 ans, puis vous les avez laissés aller dans certains cas. Je comprends que dans certains cas, on doit s'assurer de la survie de notre entreprise, mais si on fait juste s'assurer de la survie financière sans supporter notre monde, comment ils vont être là après quand ça va être difficile? Comment ils vont nous regarder après? C'est très important de se poser ces questions-là. Les réponses que vous allez apporter à ces questions-là, c'est ce qui va vous permettre de réaliser ce que vous pouvez accomplir après. 4, c'est quoi les nouveaux projets que vous devez lancer maintenant, que vous devez coordonner? Quel projet devez-vous faire, premièrement, pour faire face à la COVID en soi? Puis attention à pas enclencher trop de programmes, trop de projets, trop de nouvelles affaires qui retombent dans les responsabilités des mêmes ressources spécifiques, là, disons, les gens de RH, les gens de TI, les gens de système. Parce que c'est bien beau de leur faire plein de nouveaux projets, mais si on peut tout faire, mais on ne peut pas tout faire tout en même temps. Donc ça, je pense que c'est important à considérer également. Puis enfin, comment êtes-vous préparé pour exécuter vos plans et projets? Nos compagnies ont besoin d'agir maintenant pour rebondir sur l'après puis être plus fort dans le futur. Je m'efforce de ce temps-ci de prendre, on travaille en télétravail de 6h10, 15 le matin à 6h30, 7h à tous les soirs. On essaye de lire de temps en temps. Je m'efforce de me prendre un petit bloc d'une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure à tous les jours pour lire un livre qui s'appelle Sapiens, une brève histoire de l'humanité. C'est phénoménal. C'est un collègue qui me l'avait recommandé, puis ça devait me servir à me sortir de mon monde financier, mais finalement, ça m'y replonge. Puis pourquoi ça m'y replonge, je vous dirais, très tôt dans le livre, il soulève la question, quelles sont les sociétés qui survivent le mieux? Est-ce que c'est les plus intelligents? Ben non, les pharaons sont tous morts et enterrés. Est-ce que ce sont les entreprises les plus grandes et les plus fortes? Ben non, les dinosaures étaient grands et forts, puis ils sont morts. Est-ce que ce sont les entreprises, les espèces les plus petites? Non, pas forcément. Elles sont mangées par les autres. Les espèces qui survivent le mieux au passage du temps ont tous en commun que ce sont des organisations qui s'ajustent, qui s'adaptent, qui savent se modifier au fil du temps. Puis, laissez-moi vous rappeler aujourd'hui de quoi avait l'air Netflix il y a quelques années. Vous en souvenez-vous? C'était une business phénoménale où au lieu d'aller chez Blockbuster, ils devaient déloger Blockbuster, puis au lieu d'aller au club vidéo du coin, là, ben, les autres ont fait un modèle où on vous envoyait des CD par la poste, puis vous retourniez des CD. Personne qui sait que mes enfants n'ont aucune espèce d'idée que Netflix, ça fonctionnait avec des CD par la poste à l'époque. Là. Mais ils ont su se transformer face au déclin des CD et l'adoption des plateformes digitales. C'est probablement l'un des cas de transformation d'entreprise les plus phénoménales de l'histoire, mais ils sont dans une belle position aujourd'hui. Même s'ils sont dans une belle position aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'ils ont un monopole et qu'ils font ce qu'il faut. Ils ont un petit géant à côté avec une bibliothèque de titres phénoménale qui s'appelle Disney, qui leur rentre dedans avec un Disney+, avec plein de joueurs comme les Apple et Amazon qui essaient de les rentrer aussi. Donc, l'adaptation, c'est clé. C'est vrai au niveau des grandes entreprises, mais c'est aussi assurément très vrai au niveau de nos plus petites entreprises à échelle différente. Mais je pense que ce sont des messages qui sont assez pertinents. Donc, ça fait essentiellement le tour de ce que je voulais adresser. Martine, est-ce qu'il y a des questions que vous aviez reçues auparavant que vous voulez que j'adresse d'entrée de jeu avant d'ouvrir à tous? Oui, on avait 4 questions. La première, c'est quelles sont les prévisions pour l'industrie hôtelière? OK. Madame Saint-Onge, l'industrie hôtelière, il faut voir dans quelle région puis dans comment ça va se faire. J'ai l'impression que l'industrie hôtelière ne sera pas la même avant un certain temps. Je serais surpris de voir les gens avoir envie de se lancer dans les grands projets de vacances à l'étranger pour l'instant. Ça va amener donc d'énormes pressions.
J'aimerais ça qu'on favorise au Québec. C'est drôle, la question a été soulevée ce midi dans le point de presse du gouvernement du Québec. Est-ce que, avec le fait qu'on n'ira pas passer des vacances à l'étranger rapidement, on va pouvoir au moins sortir de nos confinements régionaux puis aller visiter des hôtels au Québec puis ailleurs, là, puis se promener dans nos régions? Ben, j'espère qu'on aura ça. Ça pourrait être très positif si on encourageait les gens à rester ici puis compenser pour les voyageurs étrangers. Mais c'est sûr que c'est un secteur qui va être drôlement affecté. Je pense que les propriétaires qui avaient acheté des condos pour faire du Airbnb, eux autres doivent s'en mordre les doigts. Là, ça doit être excessivement difficile. Ils ont des paiements à faire, des hypothèques à faire. Pourtant, les revenus, ils en ont plus du tout. Là. Donc, je pense que les hôteliers ne vont pas pleurer pour ces gens-là. Donc, je pense qu'il y aura des enjeux qui vont demeurer énormes. Je pense qu'on aura un retour à la normale, mais je vois pas un retour à la normale pour la période estivale cet été, assurément pas. Je pense que les temps vont demeurer relativement prudents. On aura aussi des coûts additionnels qui vont devoir être mis en place, là. Est-ce qu'on va devoir adopter de nouvelles normes au niveau de l'entretien ménager, des infections des chambres, etc. Ça va être important de voir quelles seront les nouvelles normes dans ce contexte-là. Mais pour l'instant, je ne les connais pas. J'ai pas de scoop ici là-dessus. J'ai pas de connexion gouvernementale sur ces enjeux-là. Mais bon, est-ce qu'à un moment donné, ça va revenir? Moi, je continue de penser que l'humain a le goût de rencontrer. Je suis content de vous rencontrer comme ça par Skype, là, mais j'ai toujours apprécié les rencontres en personne davantage. Il y a des alternatives pour découvrir des musées en temps de pandémie via des visites en ligne. Je voyais un Machu Picchu en ligne, c'est génial, mais entre les voir en ligne puis de le vivre pour vrai, je pense que l'humain tel qu'il est, comme bébé qui aime les feelings, la présence, les sentiments, à un moment donné, on va avoir le goût, je pense, de reprendre la route et le chemin de la découverte. Donc, je crois à la viabilité, je crois que les gens ont besoin de se divertir, je crois que ça va leur faire du bien. J'espère qu'on va en profiter pour mettre des mesures en place pour favoriser le tourisme un peu plus local. Puis j'espère qu'on va avoir un peu de soleil et un peu de beau temps tantôt. Parfait. La deuxième question, c'était qu'est-ce qui est à prévoir pour le commerce de détail après la crise? Okay. Le commerce de détail, pour moi, quand on dit qu'il y a un marché qui ne retournera pas en arrière, c'est assurément celui-là. Je pense qu'on va, vous savez, l'adoption des ventes en ligne, elle se faisait de manière assez rapide, mais suivant une courbe. Je pense que là, on vient de faire un escalier. Autant les gens ne roulent plus avec leur véhicule, autant dans vos quartiers, quand vous êtes confinés, regardez, il y a un balai de camions FedEx, puis Purolator, puis UPS qui se promènent à cause de l'adoption des ventes en ligne. Je pense que nos détaillants, puis j'avais un échange avec les gens du commerce, du Conseil québécois du commerce de détail récemment, puis c'est des gens avec qui j'avais déjà fait des panels lors de grands congrès. Ça va être important pour nos détaillants de ne pas accepter. C'est pas normal que mon détaillant du coin québécois se fasse battre à ma porte de vitesse par un géant de Seattle qui est de l'autre bord du continent. Il va falloir qu'on devienne meilleur. Il va falloir qu'on soit meilleur en ligne. Il va aussi falloir, pour demeurer pertinent en magasin, il va falloir que le magasin soit pertinent. Je vais devoir rechercher une expérience ou une expertise, mais si j'ai ni l'un ni l'autre, ben les jours sont plutôt sombres. Donc, je pense que c'est la clé dans le détail. Le bon commerçant avec le bon niveau d'expertise ou une expérience intéressante, ça va aller. Mais le détaillant classique qui m'offre des conseillers avec des gens peu formés, peu spécialisés et peu d'expérience, je pense que les temps vont continuer d'être excessivement difficiles. Mais le marché, la vente au détail, là, c'est un marché qui s'est toujours transformé. Il y a une époque où on voulait des petits magasins sur des rues. À un moment donné, on a mis des toits dessus. À un moment donné, on a fait des gros centres d'achat. Après ça, on a fait des power centers. Puis il y a toujours quelqu'un qui prend le dessus. On peut se rappeler des castors bricoleurs, c'était les champions, ils sont morts pareil. Il y a eu des Steinberg, c'était les champions, puis ils sont morts pareil. Les gens changent, le mode de comment les gens consomment, ça change. Puis pensez-y, Amazon aujourd'hui, c'est quoi? C'est essentiellement un catalogue Eaton ou Sears ou une distribution aux consommateurs. C'est juste que le catalogue est un peu plus épais, puis un peu plus diversifié, puis un peu meilleur dans le service, là, mais en distribution aux consommateurs, catalogue Sears, puis Amazon, on s'entend que ça ressemble en bout de ligne. Je pense qu'on va devoir, je pense que le commerce va changer.
J'ai une forte aspiration à ce que les gens veuillent consommer davantage local, mais ça, j'ai aussi un bémol. Hein. J'entendais Patrick Lagacé faire l'éloge du commerce de détail. Oui, après la crise, les gens vont être plus prompts à consommer localement. Je l'espère. Puis je me fais personnellement un devoir, dès que je vois des fraises Québec, des fraises Canada, même en hiver, autour du prix, je vais toujours acheter celles d'ici. Premièrement, c'est des vraies fraises, ça goûte la vraie fraise, ça a l'air d'une vraie fraise. Ça coûte cher, mais je peux le faire, fait que je vais le faire. Cependant, si vous êtes un parent monoparental, un père, une mère avec 2, 3 enfants, des écoles à payer, l'addition de prix, vous ne pouvez pas le faire. C'est quand le salaire moyen au Québec tourne à 60 000 puis on a 2 enfants ou 35 000 sur une base individuelle, c'est clair que ça ne marche pas, ce volet-là. Donc, j'aspire, oui, mais c'est un vœu pieux pour une bonne partie de la population, cependant. Donc, le commerce détail va changer. Il y aura de bons commerçants qui vont survivre, mais je pense que de se traîner les pieds et de se dire j'espère que ça revienne comme avant, j'espère que ça revienne comme avant, j'espère que ça revienne comme avant, on va finir comme les dinosaures. Là. La troisième question, c'était comment le revenu des ménages sera-t-il impacté lors de la fin de la crise 24 mois? Pour l'instant, le revenu des ménages assurément à la baisse, mais laissez-moi vous ramener où on était l'an passé. Hein. En 2019, tout au long de l'année, c'était pas rare quand on voyait les chiffres d'emploi au Canada, on voyait que l'inflation au niveau des salaires, dépendamment des mois, elle tournait entre 4, 5, 6 et 7 de hausse. Donc, clairement, on avait des pressions salariales importantes. Là, on va faire un petit reset, mais moi, j'ai hâte de voir. Quand on commence à donner des bonis aux préposés, aux bénéficiaires. Génial, ils travaillent fort, ce monde-là. Même si ça demande peu d'éducation, ils font une job importante. Puis après ça, ceux qui faisaient ces salaires-là en demandent davantage. Les travailleurs dans l'alimentation à qui on donne une prime COVID de 2-3 piastres de l'heure, pensez-vous qu'ils vont la relâcher si rapidement que ça après? Je ne sais pas. Là, les gens à qui on donne des programmes d'aide pour rester à rien, des étudiants à qui on donne de l'argent à rien faire chez eux, pensez-vous qu'après ça, ils vont vouloir aller travailler, s'ils ont 2000 pièces par mois à rien faire, pensez-vous qu'ils vont aller travailler à 40 heures semaine pour 500 pièces de plus? Pas sûr. Moi, j'espère qu'à un moment donné, la valeur du travail va reprendre le dessus. J'espère qu'on va supporter nos entrepreneurs, nos entreprises. Bref, je pense que des pressions salariales, on va continuer d'en avoir. Puis l'autre enjeu qui guette le Québec dans les prochaines années, particulièrement en région, vieillissement de la population. J'ai des régions au Québec où, avec le lot de baby boomers qui sont à l'âge de la retraite, pré-retraite ou déjà à la retraite, je vais avoir des départs à la retraite qui vont faire en sorte de limiter mon potentiel de croissance économique. Donc, si j'ai un manque de travailleurs, ça, généralement, ça veut dire des hausses des hausses de salaire puis des hausses de coûts. Moi, j'aimerais ça, là, c'est ce que je trouve dommage, toutes les mesures gouvernementales qui ont été mises en place. C'est correct qu'on donne de l'aide directe aux ménages, c'est correct qu'on donne de l'aide directe aux entreprises, mais j'aimerais ça qu'on voit des mesures structurantes. On a un break, on peut-tu s'assurer de former nos gens? On peut-tu s'assurer, puis former nos gens là, dans des domaines de pointe? On peut-tu demander à nos entreprises ou encourager nos entreprises à investir en machinerie, équipement, outillage, d'investir dans les domaines de pointe pour qu'en post-COVID, là, on ne soit pas à courir après notre queue, mais qu'on soit positionné pour se catapulter en avant puis être réellement plus fort et plus audacieux. Et j'aimerais ça voir ça. Ça c'est ça va peut-être venir dans une phase 2, 3 où ça ne viendra pas, mais c'est mon espoir de Pro-Québec là, de vouloir qu'on investisse ici davantage, de se positionner en pionnier sur l'après plutôt que d'attendre que la marée relève, qui relève tout le monde en même temps. La quatrième question, quand même, on l'a couvert un peu dans ta présentation. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur une vision long terme, 1 à 2 ans de l'économie québécoise, canadienne d'après COVID. Hey, on estime qu'on pourrait revenir au niveau d'activité économique de 2019, quelque part en 2021, peut-être une fin de moitié 2021, début 2022. Ça reste une hypothèse. On verra comment les choses évolueront, la vitesse à laquelle on pourra reprendre, quels seront les dommages permanents, quels seront les dommages temporaires. Mais d'habitude, quand on frappe un choc comme celui qu'on vit, les ménages se gardent une petite gêne après, les entreprises se gardent une petite gêne après. Donc, on va peut-être être un peu plus lent, mais moi, je pense que les gens vont avoir le goût, en fait, qu'un pan de la population. Tu sais, il y a des dépenses qui ne reviendront pas. Là. Les gens qui sont pas allés au restaurant depuis 2 mois, ils ne vont pas y aller 12 fois dans la première semaine. Mais moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui
devait changer son véhicule, ben là, il n'est pas obligé de le changer tout de suite parce qu'il ne roule pas, mais dans quelques semaines, s'il avait besoin, il y a un mois et demi de changer son véhicule, ben, dans 2, 3 semaines, 4 semaines, quand ça va rouvrir, il va le faire, son achat de véhicule. En étant fermé, en ne pouvant pas aller à l'étranger, ben, moi, je serais pas surpris de voir des bonnes affaires dans le secteur des paysagements de cours, dans les affaires de piscine, dans les decks, dans les projets. On avait quelqu'un hier, un président, un chef d'entreprise de vos groupements qui était dans des bois un peu spécialisés. Lui, il fait des affaires d'art parce que, pas d'art, mais d'art, parce que les gens rénovent un peu plus, ils peinturent un peu plus, ils sont à la maison, ils ont le temps de faire ce qu'ils pouvaient faire. Donc, je pense on va voir des choses décentes. Cette crise-là, comme toutes les crises, va finir par passer. La bonne nouvelle, c'est qu'on a eu une réponse très forte de la part des autorités fiscales, budgétaires et monétaires. Maintenant, c'est le temps de faire ce qu'on a pour rester en santé, prendre soin de nous autres, prendre soin de nos proches pour bien passer au travers. On a couvert les questions qu'on avait reçues, alors j'ouvrirai la période de partage d'échange et s'il y a des questions. Fait que je demanderai aux gens d'écrire votre nom dans le chat et je vous donnerai la parole. Lorsque je vous donnerai la parole, vous nommez votre entreprise, secteur d'activité et votre question. Oh. Ah, il y a Vincent qui est en train de composer un message. Benjamin. Oui, bonjour, Benjamin Desourdis de Bromont Montagne d'Expérience et aussi Bromont Immobilier. En fait, ma question était plus par rapport au secteur immobilier. Comment anticipez-vous la reprise de l'immobilier dans un secteur qui est davantage là, de maisons secondaires, là? Donc, c'est entre autres pour nous là, aux abords de la montagne à Bromont, mais sinon tout autre endroit comme lac et villégiature, plus maisons secondaires. Parfait. Merci Benjamin. C'est une excellente question. Puis il y a 2, 3 aspects là-dedans. Quand on regarde l'immobilier d'un volet très macro, ça fait longtemps qu'au Canada, on sait que l'immobilier est très cher, puis que les ménages sont étirés. Donc, on s'attend à une récession canadienne un peu plus forte que celle qu'on va vivre du côté américain, puisqu'on va tester les vulnérabilités canadiennes. Le ménage américain, lui, dans les derniers 10 ans, il s'est désendetté. Au Canada, on a ajouté une couche, puis une couche, puis une couche. On est rendu à 170 % d'aide aux revenus disponibles. Ça allait tant que les gens travaillaient, puis tant que les taux d'intérêt restaient bas. Là, c'est clair que les taux d'intérêt vont rester bas, mais j'ai des gens qui travaillent un peu moins. Or, quand vous me parlez de seconde maison, mais volet chalet, etc., évidemment, c'est des secteurs qui sont un peu plus cycliques puis qui deviennent un peu plus spécifiques. Mais généralement, vous vous adressez à des gens qui, pour la plupart, travaillent encore. Il y a des gens qui ont des meilleurs emplois, qui ont des salaires mieux, qui ont des emplois un peu plus rémunérés. La plupart d'entre eux travaillent encore, donc votre clientèle devrait travailler. Le fléchissement des taux d'intérêt, puis là, au début, quand les taux d'intérêt, quand la Banque centrale a baissé son taux directeur au début, les taux de financement hypothécaire ont augmenté parce que le coût de financement des institutions... Martine, me voyez-vous encore? Oui. OK, parfait. Oui, moi, j'ai eu un bout de mon système qui vient de flancher, là. Ça marche. Au début, quand les taux d'intérêt sont mis à fléchir au niveau des taux directeurs, les taux de financement aux entreprises, aux ménages, eux, ont explosé parce que le coût de financement des institutions financières a augmenté. Il y a eu un certain stress au niveau du crédit bancaire. Or, avec les mesures que la Banque du Canada met en place d'injecter des liquidités puis racheter des titres corporatifs, on est en train d'écraser les spreads. Donc, on va probablement éventuellement écraser également les taux de financement aux ménages et aux entreprises. Puis la relation là-dessus, elle est généralement très forte. Plus le taux de financement diminue, plus l'attrait est fort. Vous allez peut-être bénéficier d'un aspect cocooning local. Rappelons-nous qu'en 2000, suite aux attentats du 11 septembre en 2001, on a vu une vague très forte d'Américains qui sont restés chez eux, qui ont commencé à rénover, qui ont préféré avoir une seconde propriété dans leur pays, dans leur localité, plutôt que d'aller à l'étranger. Donc, on voit des choses relativement adéquates. Mais vous savez, je ferai quand même attention de ne pas me lancer dans de nouveaux projets immenses tout de suite. Le monde dans lequel on vit, on fait face à un peu plus d'incertitude et de doute dans ce contexte-là, de se doter d'une petite marge de prudence additionnelle. Ça veut peut-être dire laisser des opportunités sur la table, mais ça veut dire d'éviter des risques financiers non nécessaires. Je pense que c'est un bon moment pour
relativement sage. Donc, oui, trouver un ballon entre saisir des opportunités puis un peu de sagesse. Parfait, merci, M. Mallette. Je donnerai la parole à Noémie Garneau. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, donc Très moi, bien. Noémie Garneau, les pantoufles Garneau, on fabrique et on vend des mettons, haut de gamme, au gros et au détail. Donc, je me demandais au niveau du commerce en ligne, évidemment, on a vécu une hausse assez phénoménale là, pour le mois d'avril au niveau des ventes en ligne Ouais. seulement, évidemment. Donc, je me demandais si l'augmentation qu'on a vécue au mois d'avril, comment on peut anticiper qu'elle va se comparer au reste de l'année. OK. Moi, je pense que le blitz qu'on vient de voir, ben, évidemment, ça ne restera pas stable, tout ça. Là. Je pense qu'il y a comme les gens ne travaillent pas ou dans certains cas, ont un peu plus de temps pour magasiner un peu plus en ligne. Je ferais bien attention de ne pas prendre le mois d'avril et d'extrapoler pour les 12 prochains mois. C'est pas vrai. Martine, m'entendez-vous encore? Oui, super bien. Parfait. Désolé, j'ai un système Bloomberg en arrière qui essaie de repartir, alors ça marche. Donc, je ferai attention de ne pas extrapoler mon mois d'avril sur 12 mois, mais si vous avez une recrudescence d'activité sur les ventes en ligne, je pense que vous devez continuer d'occuper votre espace. Puis ce que vous vivez maintenant en avril, ben, c'est peut-être ce qui va ressembler, c'est peut-être que c'est ce qui pourrait ressembler à vos ventes des fêtes, puis au prochain Black Friday, puis à des périodes de pointe comme ça. C'est d'ailleurs ce à quoi les gens de Shopify faisaient référence. Là, ils disaient qu'en avril, ils voyaient un volume d'affaires excessivement accru. Puis j'aimerais ça vous guider sur l'année dernière. On sait que les ventes en ligne, beaucoup de propriétaires de marques essayent de vendre via différentes plateformes, puis ça fait qu'au détail, ça rend difficile. J'aimerais ça que vous dirigez, aller voir l'expérience de Birkenstock, là, les sandales allemandes à 150-200 pièces assez haut de gamme, mais quelqu'un un jour avait commandé un lot relativement fort d'inventaire pour les vendre sur Amazon directement. Et le patron de Birkenstock, dans un appel conférence, est allé clairement indiquer: si je revois quelqu'un vendre mes sandales sur Amazon, il aura eu ses dernières sandales, fin de l'histoire. Les détaillants qui semblent contrôler leur marque à l'heure actuelle, là, comme des Canada Goose ou des Lululemon de ce monde, semblent davantage en contrôle de leur destinée que des marques qui sont dépendantes d'un distributeur pour faire leur volume. Donc, je vous dirais, je ne connais pas votre produit, là, mais si vous êtes en mesure d'essayer d'occuper votre espace au maximum et de contrôler votre marque, particulièrement si vous êtes assez haut de gamme, je pense que vous êtes en droit de vous attendre à des jours intéressants, mais il faut bien occuper son espace, offrir un bon service, offrir la livraison, puis l'expérience client qui soit adéquate. Merci. Il y a Vincent Carrier de Simexco qui a écrit qui dans les modules de jeu, qui a écrit sa question. Donc, est-ce que l'on anticipe une baisse d'investissement dans les infrastructures publiques municipales en 2020-2021? Écoutez, grosse question. Nos finances publiques, tantôt, vont être étirées. Pour l'instant, on a fait beaucoup de choses. Mais il ne faut pas se compter d'histoire. À un moment donné, il va falloir payer pour tout ce qui aura été fait. On aura assurément des autorités locales, municipales, etc., qui auront des revenus de taxes qui vont être en baisse. Quoi qu'en même temps, quand on regarde des programmes classiques de redémarrage économique, les projets d'infrastructure rentrent souvent en ligne de compte. Moi, je vous dirais que les programmes en infrastructure au Québec, au Canada, ça prend généralement trop de temps. Là. La seule place, les programmes en infrastructure ont une incidence rapide dans des pays comme la Chine où ils n'ont pas besoin de demander à 22 personnes puis d'organismes différents. Quand ils décident qu'ils lancent un programme, ils le lancent, puis le lendemain, c'est effectif. Mais j'aimerais mieux qu'on voit des choses plus structurantes d'un point de vue compétitivité des entreprises en général. Mais je pense que le côté facile et classique de redéployer en infrastructure, ça se peut bien qu'on voit ça rapidement, mais je vous dirais, à court terme, relativement positif.
À moyen terme, on aura des enjeux de finances publiques qui vont devoir être adressés. Puis il n'y a pas de magie là, dans les finances publiques où on augmente les revenus en augmentant les taxes davantage, où on cherche à couper dans les dépenses à des endroits un peu discrétionnaires où on peut. Peut-être qu'il y aura des dépenses d'infrastructures qui vont fléchir éventuellement. Là. Donc, je vous souhaite bonne chance, mais encore là, j'adopterai un équilibre relativement sage entre saisir des opportunités et un stress financier trop fort. Merci Jean-René. Ça semble faire le tour des questions. Je demanderai, là, il nous reste quelques minutes, puis pour remercier Jean-René là, pour son temps qui est si généreux, je vous demanderai aux participants de façon spontanée, là, sans faire un tour de table, mais plus en mode popcorn, ce que vous retenez et votre fait marquant, s'il y en a qui ont envie de partager ça avec nous. Vincent dit merci. Moi, pour ma part, je retiens Starbucks, leur résilience, pas juste parce que je serais vraiment triste de les voir disparaître parce que je suis une addict, mais parce que c'est intéressant leur vision de l'après-COVID. Parfait. Hey, merci beaucoup. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas via notre courriel ou via LinkedIn à nous envoyer un message. On va se faire un plaisir d'y répondre. Le Québec compte sur vous. On a besoin d'entrepreneurs. On a besoin de votre dynamisme. Il n'y a personne d'investi dans le Québec comme vous l'êtes. Dans tous les jardins, chez Valorant Bière Desjardins, on vous accompagne surtout sur l'après, mais vous avez besoin d'autres enjeux. Il y a plein de mesures qu'on peut mettre en place pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci d'avoir pris le temps. C'est un privilège pour moi d'être ici aujourd'hui. Si vous avez besoin qu'on fasse une mise à jour au prochain trimestre, dans 6 mois, dans un an, n'hésitez pas à lever la main. On va se faire un plaisir d'être là. Merci beaucoup, Jean-René, pour ton temps. Je demanderai en quittant aux participants, si jamais on organise un autre J'ai rendez-vous, si vous voulez m'indiquer dans le chat avant de quitter les thèmes qui pourraient vous intéresser, ça nous aiderait à couvrir au mieux votre besoin. Donc, encore une fois, merci beaucoup à tous. Merci, Jean-René. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt.